Wesh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un format un peu chill, un truc un peu plus tranquille, on va dire, qui ne va pas me demander un grand effort d'analyse, de réflexion autour de la littérature. C'est un concept que je pique éhontément à Angélique de la chaîne Miroir d'encre qui a fait cette vidéo il y a quelques semaines et j'ai adoré la regarder et ça m'a donné envie de l'imiter. Donc je vous invite évidemment à aller voir la sienne que je mettrai comme d'habitude dans le petit i. Et donc, comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous parler de 10 classiques qui me font peur, ou en tout cas dont je repousse la lecture. Qui me font peur, c'est peut-être un bien grand mot. Il y en a qui me font peur vraiment dans le sens j'ai peur de la difficulté. Il y en a d'autres, j'ai peur qu'ils ne me plaisent pas. Il y en a d'autres, je mets tellement d'attentes derrière que j'ai peur d'être déçue. Enfin, vous voyez, c'est peur vraiment au sens très large. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous propose qu'on attaque tout de suite. Je fais le choix de vous présenter les textes par ordre chronologique de parution, de publication, d'écriture. Et donc, le premier texte dont je vais vous parler, c'est l'Iliade de Homère. Donc vous allez voir, il y a certains livres que j'ai déjà en ma possession, d'autres non, notamment parce que je partage une bibliothèque avec mon amoureux. Il y a des livres qui sont à lui en fait. L'Iliade plus que l'Odyssée, tout simplement parce que l'Odyssée, j'ai lu une version abrégée en fait quand j'étais au collège et du coup j'ai déjà une forme de connaissance du texte dans son contenu, alors évidemment pas dans sa forme parce que je pense que la version abrégée qui est éditée à l'école des loisirs de l'Odyssée, la langue est vraiment simplifiée au maximum. On a les parties avec le plus d'action et tout ça de l'Odyssée. Le fait d'avoir abordé ce texte-là par ce biais-là, ça me rassure un petit peu et donc quand je le relirai, en fait le truc c'est que je veux avoir lu l'Iliade avant de lire l'Odyssée, mais voilà, j'appréhende moins la lecture de l'Odyssée. J'ai très envie de le lire parce qu'en fait j'ai envie de me plonger un petit peu dans les origines du roman. Et donc bah oui, je pense que l'Iliade et l'Odyssée en termes de romans, de livres qui racontent une histoire, en tout cas de récits, je pense que ça fait vraiment partie des textes fondateurs, donc c'est un texte que je tiens vraiment à découvrir dans ma vie de lectrice, que je pense honnêtement pour l'Iliade que ça va être une découverte prochaine, j'aimerais beaucoup dans l'année qui vient, mais on va voir si ça se fait ou pas. J'en ai peur déjà parce que j'avais essayé de commencer, de lire le premier chant. Ça m'avait demandé un effort de compréhension, de concentration que ne m'avait jamais demandé aucun texte. Donc moi j'ai la traduction des belles lettres. On est dans mon souvenir, donc quand j'avais essayé de lire le premier chant, dans une écriture qui est tellement travaillée, poétique, que le sens, en tout cas pour moi, en devenait presque cryptique. Le sens d'une première phrase, en fait, apparaît une fois qu'on a fini le paragraphe. C'est pas écrit en vers, en tout cas pas dans mon édition. Alors après, il faut savoir quand même que je vous parle de ça. C'est un texte que j'ai essayé de commencer il y a, je pense, 4 ans. Depuis, j'ai vraiment évolué en tant que lectrice dans mes goûts, dans les découvertes que j'ai fait, dans les difficultés auxquelles je me suis heurtée, etc. Donc je pense honnêtement qu'aujourd'hui, si je me remettais dans ce texte-là, ça serait beaucoup plus simple que ce que ça m'a paru à mon premier essai. Mais voilà, du coup, à cause de cette première expérience qui a été un peu effrayante, j'ai peur de le reprendre. Je pense que je vais prendre mon courage à deux mains et que je vais le lire dans l'année qui arrive. Mais c'est voilà, un texte à la fois qui m'attire énormément et qui me fait très peur de par sa complexité en termes de langue et de construction syntaxique et tout ça. Alors le deuxième texte, c'est plus un très gros groupement de textes en fait que je n'ai pas en ma possession, mais c'est tous les romans et tous les textes un petit peu fondateurs de la légende arthurienne. Donc c'est des textes qui sont parus entre le 6e et le 15e siècle globalement, donc on est sur une très grosse période, qui font partie des textes les plus connus. Je crois qu'il y a tout ce qui tourne autour de la table ronde, il y a Tristan et Iseult, enfin vous voyez, il y a tout ça. Et c'est des textes donc qui m'attirent beaucoup, et comme l'Iliade qui me font peur parce que, alors peut-être que c'est dû simplement à une méconnaissance de ma part, mais dans mon imaginaire en tout cas, c'est des textes qui sont plutôt écrits en vieux français, donc dans une langue pareille dont j'ai très peur en fait de la difficulté, également de la construction syntaxique parce que je me dis que potentiellement on va être dans des tournures qui vont être un petit peu différentes, etc. Et l'univers moyenâgeux au sens pas très large du terme, puisque c'est une très longue période pas très uniforme de ce que j'ai cru comprendre. Je suis pas du tout calée en histoire, mais voilà. J'ai l'impression que c'est un univers qui peut me séduire, que je peux y trouver vraiment, m'y faire embarquer, quoi. C'est vraiment plus du côté de la langue. Alors si jamais vous vous êtes confronté déjà à ces textes, que vous avez des conseils,
d'édition, éventuellement de traduction, enfin pas de traduction, mais peut-être de reformulation. Peut-être qu'il y a des textes qui ont été retravaillés, presque traduits du coup dans un français contemporain. Est-ce que c'est des textes en fait qui de base sont dans un français qui globalement pour nous lecteurs du XXIe siècle sont globalement abordables. Enfin voilà, je sais pas trop. En fait, c'est des textes qui m'attirent de loin, que j'appréhende tellement en fait que je vais même pas vraiment me renseigner à leur sujet, ce qui est, je pense, une erreur parce que probablement que si en fait j'allais m'y intéresser d'un peu plus près, je dédramatiserais le truc. Je sais que parmi les gens qui me regardent, il y a sûrement des personnes qui ont fait des études de lettres, donc qui ont peut-être été confrontées d'un peu plus près déjà à ces textes-là, ou au moins à leur histoire, à leur genèse, et qui pourraient m'en dire des choses sans forcément les avoir lus. Pour la même raison, pour cet enjeu de revenir un petit peu aux origines du roman, ça fait partie de textes que j'aimerais découvrir prochainement. Parce que voilà, étant une grosse lectrice quand même de classiques, de littérature du 20e principalement, mais aussi un petit peu du 19e et tout, on est quand même dans des textes qui prennent beaucoup de références en fait dans tous les classiques, enfin voilà, je veux dire même dans les textes religieux quoi, comme la Bible notamment, donc, que j'aurais pu aussi mettre dans cette liste en vrai, puisque voilà les textes, la Bible, le Coran et tout ça, c'est des textes que j'aimerais lire aussi pour ces raisons-là, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment, ils ont participé à construire un imaginaire, tout un tas de mythes, etc. Qui sont très utilisés, très sollicités dans la littérature française notamment, et où j'ai l'impression que des fois ça me rend certaines parties des œuvres un peu obscures parce que je les maîtrise pas. Alors là, on fait un saut dans le temps et on arrive en 1862 avec Les Misérables de Victor Hugo, que je n'ai pas non plus en ma possession. Déjà, Victor Hugo, c'est un auteur que j'ai peu lu. J'ai lu que 2 livres de lui, j'ai lu 93 et Dernier jour d'un condamné. Bon, Dernier jour d'un condamné, je l'ai lu très facilement, voilà, j'ai eu aucune difficulté. Et 93, ça m'a pour le coup demandé un peu plus d'efforts, notamment parce que je me rappelle notamment d'une scène dans 93, enfin un passage où pendant, je pense, 20 ou 30 pages, il fait une liste de noms des personnes qui siègent dans un conseil. Bon, j'ai oublié très précisément, j'avoue, je suis pas allée reprendre mes notes et refeuilleter le roman avant de faire cette vidéo, donc voilà, mais bref, voilà, je me rappelle de vraiment des dizaines de pages de listes de noms et de fonctions. C'est un roman qui est relativement court, enfin qui, je sais plus, doit faire genre 400 ou 500 pages. Enfin voilà, je veux dire, dans la bibliographie de Victor Hugo, j'ai l'impression que c'est un texte qui est relativement court. Et du coup, l'idée d'aller me confronter à un texte aussi gros, vraiment au sens propre, au sens propre du terme, que Les Misérables, avec cet style très descriptif qui s'attarde vraiment sur des détails et qui, moi, me rendent la lecture éprouvante qu'a Victor Hugo, bah du coup, ça me fait un petit peu peur. En fait, je pense que c'est une œuvre, peut-être ça va étonner certaines personnes d'ailleurs que je l'ai pas lu, parce que je pense que c'est un petit peu un classique de la littérature politique, notamment de la littérature sociale. Donc c'est un livre que je veux lire et c'est aussi un livre dont j'attends énormément. En fait, je me dis que l'année où je vais lire Les Misérables, ça va faire forcément partie de mes préférés, vous voyez, de mes lectures préférées de l'année. Je mets cette attente-là quoi dans ce livre et du coup, bah forcément, ça crée une petite appréhension parce que comme j'ai peur de me heurter à une difficulté insurmontable pour moi, du coup d'être déçue, de pas réussir à accéder en fait au fond du texte qui, j'en suis sûre, est pour le coup très intéressant. Et du coup, pour l'instant, ça trône un petit peu dans ma bibliothèque future, si vous voulez, un mythe, quelque chose que j'ai déjà sacralisé en fait, et j'ai peur qu'en le lisant, du coup ça se désacralise notamment en raison de l'exigence du texte. Alors après, un peu de la même manière que pour l'Iliade, 93, c'est un texte que j'ai lu il y a 3 ans, ou à 3 ans et demi. Depuis, j'ai donc lu beaucoup plus de choses, je me suis heurtée à tout un tas de nouvelles difficultés, donc peut-être qu'en fait aujourd'hui, si je relisais 93, il y a tout un tas de difficultés qui n'en seraient plus en fait pour moi. Et donc peut-être que Les Misérables, je trouverais ça en fait très limpide, très accessible. Voilà, donc pareil, j'imagine que beaucoup de personnes qui regarderont cette vidéo auront lu Les Misérables, mais du coup n'hésitez pas à me dire si vous avez des éléments pour déconstruire un petit peu mes peurs, c'est aussi le but de cette vidéo. À peu près dans la même période et pour les mêmes raisons, on a Guerre et paix de Tolstoï. Alors Tolstoï, c'est un auteur que j'ai découvert avec ses nouvelles, donc plusieurs recueils de nouvelles que j'avais beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu Anna Karénine, que j'ai absolument adoré et qui est venu déclasser absolument toutes ces nouvelles. Et je me suis dit, ok, Tolstoï, c'est un écrivain de romans, beaucoup plus que de nouvelles.
contrairement à Gogol par exemple, dont j'ai adoré les nouvelles, mais j'ai pas du tout aimé Les âmes mortes. Enfin, genre vraiment, pas du tout compris l'intérêt de ce texte, quoi. Voilà, bref, aparté. Mais donc, Tolstoï, Guerre et paix, ça m'effraie parce que j'ai l'impression que c'est un roman qui est tellement riche en termes de contenu. Alors, la langue de Tolstoï, elle ne me fait pas peur. La langue, la construction de ses romans, la construction de sa syntaxe et tout ça, ça ne me fait pas peur parce que j'ai jamais rencontré de difficultés comme j'ai pu vous le dire là avec l'Iliade ou avec Victor Hugo et tout. C'est plus en termes de contenu. J'ai l'impression que c'est un livre qui est tellement riche, tellement dense que, en fait, le jour où je vais vouloir me lancer dedans, il faut que j'ai 2 mois devant moi où je ne fais rien d'autre que lire Guerre et paix. Enfin, en gros, pour moi, dans mon imaginaire, Guerre et paix, c'est un peu l'équivalent du Capital en mes versions littéraires. Alors, je dis pas que ça a le même contenu que le Capital, mais dans le sens, le Capital, c'est donc de Marx, c'est une lecture d'économie. Quand tu te lances dedans, si tu as envie d'en avoir une lecture un peu sérieuse et d'en ressortir des choses, je pense qu'il faut que tu t'y plonges vraiment très sérieusement pendant très longtemps. Voilà, vraiment, c'est un texte qui est à étudier, quoi. Tu peux pas te contenter de le lire comme ça, c'est pas une lecture de plage. Pour moi, Guerre et paix, c'est vraiment ce truc de... C'est un texte qui va me demander un effort intellectuel, de concentration, d'accumulation qui va être hyper dense. Et en gros, j'ai l'impression que c'est un livre, il faut que j'attende d'avoir 1 an de chômage pour me plonger dedans, ou vous voyez, un truc comme ça, quoi. Et sinon, j'ai peur de passer en fait à côté de tout un tas de choses qu'il contient. J'ai peur de pas réussir à en avoir une lecture suffisamment resserrée pour m'imprégner réellement. Et c'est marrant parce qu'en fait, les appréhensions là que je donne pour Guerre et paix, je me rends compte que c'est exactement les mêmes que j'avais pour Moby Dick avant de le lire. Bon, finalement... un été m'a suffi. En fait, je vois ça comme une immense randonnée où genre à la fin, je sais, il y a des potes qui m'ont montré des photos et je sais que la vue va être magnifique, que sur le trajet, je vais croiser des petits animaux, que ça va être incroyable, mais on m'annonce un dénivelé énorme et du coup, j'ai peur de me lancer, j'ai peur que ce soit trop éprouvant et du coup de même pas savourer la vue quand je vais arriver en haut. Waouh, l'analogie de mes peurs est très intéressante, n'est-ce pas? On entre dans le 20e avec, sans beaucoup d'originalité, je pense, un texte qui a été écrit entre 1918 et 1920. Il s'agit d'Ulysse de James Joyce, que je n'ai pas en ma possession. Est-ce qu'il y a besoin d'expliquer pourquoi Ulysse me fait peur? Il y a ces 2 trucs. Il me fait peur, j'ai l'impression que ça va être un texte important, donc je le place déjà très haut dans mon monument, mon panthéon littéraire personnel, et donc j'ai peur d'être déçue. Et j'ai peur aussi d'être déçue de moi, en mode de ne pas réussir en fait à le lire. C'est réputé comme étant l'un des textes les plus compliqués de l'histoire de la littérature mondiale. Je crois qu'il y a énormément de lecteurs qui se heurtent à ce texte et qui vraiment n'arrivent pas à le terminer. Enfin voilà, il y a tout un tas de podcasts qui existent sur France Culture et tout ça notamment à ce sujet-là, de ce que c'est en fait d'étudier Ulysse, pourquoi c'est un texte qui est si difficile, si impressionnant. Donc en gros, moi ce que j'en sais, c'est que c'est une journée qui est répétée en boucle et en boucle et en boucle avec différents axes, différents prismes de points de vue. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est ça qui me semble que c'est. Moi, je m'intéresse depuis un petit moment aux romans psychologiques et un peu à l'expérimentation du flux de conscience et tout ça dans la littérature, donc avec Virginia Woolf, avec Faulkner notamment. On peut mettre Proust aussi peut-être dans le lot plus de la littérature psychologique que du flux de conscience, mais voilà, chez Woolf et chez Faulkner, il y a vraiment ce truc-là. J'ai lu mon premier Joyce récemment, c'était Portrait de l'auteur en jeune homme, j'ai beaucoup aimé, j'ai pour le coup trouvé aucune difficulté ni dans la construction narrative, ni dans la syntaxe, ni dans la langue. Enfin voilà, c'est vraiment un texte que j'ai lu de façon très limpide, mais j'ai tellement de gens dans mon entourage qui ont essayé de lire Ulysse et qui n'ont pas réussi. J'ai tellement entendu de choses dans des podcasts, c'est tellement une référence qui est citée. Alors j'ai l'impression que c'est connu des lecteurs, pas forcément du grand public, contrairement par exemple aux Misérables de Victor Hugo, il n'y a pas du tout besoin de s'intéresser à la littérature pour en avoir connaissance, savoir que c'est un énorme truc et que c'est un monument de la littérature. Ulysse, j'ai l'impression que ça l'est beaucoup plus, enfin voilà, que c'est quand même un peu plus niche avec des énormes guillemets. Mais voilà, donc Ulysse, encore une fois, comme beaucoup de lecteurs, je pense que ça me fait peur, je pense que je repousse la lecture, peut-être à tort, hein, peut-être qu'en fait finalement c'est un livre qui serait fait pour moi, mais donc voilà, oui. Du fait que j'aime beaucoup donc la littérature psychologique, le flux de conscience, et que Ulysse s'est aussi présenté comme un peu
le ponte, le boss dans le domaine. Bah je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut peut-être que j'expérimente aussi un peu plus le genre, que j'aille lire un petit peu plus d'auteurs qui soit ont inspiré Joyce, soit s'inscrivent dans son héritage, mais ont produit des choses plus accessibles pour petit à petit habituer mon cerveau à l'exercice de lire ce type de texte. Vous voyez, autant là je vous disais l'Iliade, je pense que c'est quand même pour bientôt. Guerre et paix et Les Misérables, je finirai bien par passer le cap, peut-être avant mes 30 ans. Ulysse, j'ai l'impression qu'il faut vraiment que je mûrisse à la fois en tant qu'humaine et en tant que lectrice avant de m'y confronter. J'évoquais Virginia Woolf juste avant, et donc Virginia Woolf, elle a publié en 1931 un texte qui s'appelle Les Vagues, et qui, donc pareil, relève de cette littérature psychologique, du flux de conscience, etc. C'est un texte qui me fait peur, ou en tout cas que je veux attendre le bon moment pour lire. Je pense que c'est plus ça, parce que donc j'ai découvert Virginia Woolf, je l'ai lu pour la première fois l'automne dernier avec Vers le phare, qui a été une de mes meilleures lectures de l'année dernière, tout simplement. Je viens de lire le journal de Virginia Woolf, la version abrégée, donc journal d'un écrivain, dans lequel son mari a sélectionné uniquement les passages où elle parle de lecture de littérature, de lecture et d'écriture. Et donc voilà, où elle décrit tout le processus d'écriture des vagues, et donc ça me l'a un petit peu désacralisé, je pense. Mais elle-même présente les vagues comme vraiment l'apogée de son œuvre. Enfin voilà, on sent dans tout ce qu'elle écrit dans son journal, avant les vagues, pendant les vagues et après les vagues, on sent qu'il y a vraiment une vague, quoi. Que c'est vraiment... Elle va expérimenter dans Vers le phare, dans Mrs. Dalloway, dans Orlando, elle expérimente tout un tas de choses, et que les vagues, c'est vraiment le moment où elle se dit où il y a ce truc de ok, là j'ai fait le tour de ce que je voulais expérimenter et ça y est, j'écris mon chef-d'œuvre. Et une fois que Les Vagues a été écrit, on a un petit peu une redescente. Elle recommence à chercher à écrire des textes plus courts, plus simples, moins éprouvants pour elle en tant qu'autrice. Et donc le fait que ce soit vraiment, et pour elle, et j'ai l'impression aussi dans ce qu'a fait d'elle la critique par la suite, l'apogée de son œuvre, c'est un texte qui me fait très envie, que j'ai vraiment hâte de lire, mais où je veux attendre d'avoir lu tous les romans, au moins, les essais pas forcément, peut-être que j'en lirai quelques-uns, mais au moins tous les romans que Virginia Woolf a écrits avant Les Vagues, pour en fait suivre ce mouvement dans la création de son œuvre au sens large, donc de toutes les œuvres que son œuvre contient. Et ouais, ça c'était vraiment stylé dans son journal, parce qu'on a ce truc de... On voit au fil de ses parutions les nombres de ventes qui augmentent, les réceptions qui sont de plus en plus dithyrambiques, son mari qui lui dit à quel point ah ouais non mais là c'est vraiment ton meilleur livre, non mais en fait finalement c'est celui-là ton meilleur livre, et ainsi de suite jusqu'aux vagues, qui vraiment je pense pour lui du coup, et pour le mari de Virginia Woolf, est vraiment l'apogée de son œuvre. Enfin bon bref, voilà. Donc c'est pas tant que ça me fait peur, même si je pense que c'est une grande lecture, et pareil je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs et de lectrices qui se heurte à la difficulté des vagues. Moi, c'est pas tant que ça me fait peur, c'est plus que je veux vraiment attendre le bon moment. Alors là, j'ai choisi un titre parce qu'il fallait bien en choisir un, mais donc j'ai choisi de parler de Tropique du cancer d'Henry Miller, publié en 1934. C'est pas du coup tant ce roman-là qu'un genre, donc en fait la littérature érotique, et notamment la littérature érotique classique, ou je sais pas si on peut parler d'érotisme dans le cas de Sade. Bah vous me direz, parce que voilà, j'ai pas du tout étudié, je m'y suis pas particulièrement intéressée. Mais donc en fait, voilà, toute la littérature qui parle vraiment de manière assez crue de sexe, de sexualité, et du coup aussi de violence sexuelle, de tout ça. C'est quelque chose qui me fait assez peur, parce que je pense que c'est quelque chose qui ne serait vraiment pas à mon goût. Et du coup, c'est tout un pan de la littérature classique que je n'ai pas du tout exploré. J'en ai eu un peu des avant-goûts avec Rachilde, qui je pense a un peu d'érotisme dans ses textes. Qu'est-ce que je pourrais avoir lu d'autre un peu dans cet ordre-là? Peut-être que dans Le Jardin des Supplices de Mirbeau, on flirte un petit peu avec ça aussi. Enfin bref. En tout cas, c'est toujours des trucs qui me mettent assez mal à l'aise dans la littérature, parce qu'en général, je trouve que c'est gratuit, que c'est pas intéressant d'un point de vue littéraire. Voilà, ça me met très mal à l'aise, quoi. Et du coup, c'est tout un pan. Donc voilà, je parlais d'Henry Miller parce que je pense que c'est un peu un des classiques du genre. Toute cette littérature-là, à laquelle je ne me suis jamais confrontée, et à laquelle j'ai peur de me confronter pour le coup, parce que j'ai l'impression que je vais passer, si je le fais, des très mauvais moments. Enfin, c'est pas quelque chose que je veux lire un jour, mais je repousse parce que j'ai peur. Je pense que c'est possible que je n'en lise jamais. Alors peut-être qu'à un moment, cette peur disparaîtra
parce que j'aurais gagné en maturité, parce que j'aurais été confrontée à ces thématiques-là dans des textes qui m'auront un petit peu réconciliée avec le sujet en littérature et tout ça. En fait, c'est pas quelque chose que je tiens à découvrir. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui soit nécessaire dans ma compréhension de l'histoire de la littérature. En gros, j'ai pas l'impression que genre savoir que ça existe, c'est suffisant et que j'ai pas forcément besoin d'aller m'infliger de lire ces textes qui me font vraiment pas envie du tout, quoi, pour avoir une compréhension de ce qu'a été vite fait ce mouvement. Et genre, j'ai pas l'impression que dans ce que je lis, il y a énormément de références, de liens qui sont faits avec ce courant littéraire-là. Donc voilà, peut-être que je me trompe. Si vous voulez me détromper, n'hésitez pas. Alors là, on va passer la barre de 1950, donc avec un texte ou des textes publiés en 1956. Moi, je connais pas la définition, vous allez me dire, j'aurais pu chercher sur internet avant de tourner cette vidéo, je l'ai pas fait, désolée. Je sais pas exactement ce que ça veut dire classique. Pour moi, classique, c'est un peu, enfin voilà, des textes qui peuvent être globalement étudiés à l'école, des textes qui sont un peu connus dès que tu t'intéresses à la littérature, et qui, j'ai l'impression, vont marquer l'histoire de la littérature, quoi, au-delà de leur période. Il me semble que ce qui est en gros, après la deuxième moitié pendant la deuxième moitié du XXe, ça peut être considéré comme étant de la littérature contemporaine. Bon, je sais pas, moi je continue à parler de classique, si c'est pas tout à fait exact scientifiquement, vous m'excuserez. Mais donc, en 1956, la parution du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Alors, c'est tout simplement parce que c'est un genre que je ne connais pas, ou alors de très loin. Je pense que c'est de la fantasy, il me semble, ou du fantastique. Je sais jamais la différence entre les deux. Je crois que c'est de la fantasy. Et donc, Le Seigneur des Anneaux, je pense que c'est un classique pour le coup de la littérature. Je pense que c'est venu marquer un texte qui est vraiment venu marquer un tournant dans l'histoire de la littérature, dans ce qui était faisable avec la littérature et tout ça. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout ce qui est de la fantaisie et tout ça, ça tire un peu son inspiration de ça, ouais, voilà, c'est vraiment venu lancer un courant, un genre. Alors peut-être que je méconnais, encore une fois, tout ce qu'il y a eu avant de cet ordre-là, et qu'en fait, Tolkien, il a fait que faire un truc qui a été un peu plus reconnu, mais qu'en fait, ça avait été très expérimenté déjà avant. En tout cas, moi, je l'identifie plutôt comme le début de la fantasy, donc c'est un univers que je ne connais pas du tout et c'est un univers qui m'attire pas plus que ça pour l'instant et qu'en même temps j'ai envie de connaître. Et je pense que j'ai beaucoup de préjugés entre guillemets sur le genre. Par exemple, les préjugés que je vais avoir, c'est que c'est vraiment pas du tout de la littérature de style, c'est uniquement de la littérature, en gros, ce qu'on va chercher dans ce type de littérature, c'est la construction d'un univers, la construction de personnages et la construction d'un lore. Ça s'appelle, je crois, c'est ça, d'un univers et de tout ce qu'il y a autour de cet univers. Bah, en gros, un bon livre de fantasy, ça va être un livre avec un univers très intéressant. Moi, du coup, c'est pas forcément ce que je cherche en tant que lectrice, un univers intéressant. Je m'attache plus à des questions politiques, à des questions stylistiques et psychologiques et tout ça. Donc, en gros, j'ai peur que ce soit pas ma tasse de thé. Et en même temps, j'ai envie d'aller me frotter à ça et de voir ce que c'est en vrai. Et un autre truc qui fait que ça me fait peur, c'est que c'est quand même extrêmement long. Et du coup, se lancer dans un genre que je connais pas avec un texte si long et que potentiellement ça me plaise pas. Enfin bon, vous le savez peut-être pas, mais j'ai pas de mal à abandonner les livres. Donc je pourrais tout à fait commencer Le Seigneur des Anneaux, me dire « Ah ok, ça me plaît pas et je passe à autre chose ». Mais je crois qu'il y a aussi un truc de... Pour l'instant, c'est pas là-dedans que j'ai envie de mettre mon temps. J'ai envie de lire plein d'autres classiques autre que ça avant, en priorité, genre que je veux plus avoir lu avant de mourir que Le Seigneur des Anneaux, quoi, dans l'idée. Et en même temps, Le Seigneur des Anneaux fait partie des livres que je veux quand même avoir lu avant de mourir. Bref, il est juste pas en haut de la liste. Avant-dernier texte, c'est Ada ou l'ardeur, de Vladimir Nabokov, publié en 1969. Pourquoi ce texte me fait peur? Parce que j'ai adoré Lolita. Lolita est mon deuxième livre, en gros fait vraiment partie de mes livres préférés, j'en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne donc je ne vais pas m'attarder, mais j'ai tellement aimé Lolita que j'ai peur d'être déçue en lisant un deuxième livre de Nabokov et que notamment, il me semble que Ada ou l'ardeur, c'est réputé pour être assez compliqué. La construction de ce que j'ai cru comprendre n'a rien à voir avec Lolita, il y a déjà pas mal de personnes qui m'ont dit que si je me lançais dans Ada ou l'ardeur, il fallait vraiment pas que je m'attende à retrouver ce que j'avais pu aimer ou ce qui m'avait été confortable ou quoi que ce soit dans Lolita, que vraiment Ada ou l'ardeur ça n'avait rien à voir dans la construction, dans la façon dont les choses elles sont racontées, dans ce qu'il expérimente notamment psychologiquement. Il me semble aussi qu'on est dans une histoire d'inceste. C'est un truc auquel ça me fait un peu peur de me heurter, de me confronter en termes de thématique aussi. Donc Lolita me faisait peur pareil à ce niveau-là.
vu les sujets que ça aborde. Mais voilà, en gros, là, j'ai peur que non seulement le sujet soit extrêmement dur et que la forme soit extrêmement dure aussi, et que donc ce soit juste un échec total. Et ça fait partie des livres que j'ai vraiment envie d'aimer. Vous voyez, un peu comme Les Misérables, j'ai l'impression que le jour où je vais lire Ada ou l'Ardeur, ça va être un de mes livres préférés de l'année à minima. J'ai tellement peur d'être déçue ou de pas réussir que je repousse. En même temps, là, vous voyez, juste de l'avoir dans les mains, ça me donne envie d'aller le feuilleter, d'aller lire l'Incipit, de voir un petit peu ce que ça dit de plus près. C'est vraiment là, pour le coup, le truc de... t'as tellement aimé un premier livre d'un auteur que, du coup, t'oses plus rien lire de lui parce que t'as peur d'être déçu, t'as peur que ça fasse un peu tomber le boss, le roi que tu t'es imaginé dans ta tête, le prodige littéraire que tu t'es construit quoi, dans ton imaginaire. Et le dernier texte que je voulais donc évoqué dans cette vidéo, c'est 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Ça, c'est un livre que j'ai eu très envie de lire pendant longtemps parce qu'il fait partie des livres préférés de certains de mes proches et d'amis lecteurs tout simplement, notamment de gens dont je partage certains goûts, donc j'ai l'impression que c'est un livre qui peut me plaire et en même temps, c'est un peu bizarre en vrai présenté comme je vais le présenter, mais tout ce que j'ai lu en littérature d'Amérique du Sud, je n'ai pas aimé. Genre ça va de j'ai détesté à j'ai trouvé ça super random. Et du coup, d'un côté, je me dis, c'est un texte qu'il faut que j'ai lu. J'ai l'impression que notamment, peut-être, ça pourrait marquer un tournant dans mon rapport à la littérature d'Amérique du Sud et donc, derrière, m'inviter à aller découvrir tout un tas d'autres textes et tout ça. Que c'est quand même un monument de ce que j'ai cru comprendre du réalisme magique, qui est un genre que je connais très peu et que j'aimerais bien quand même découvrir. J'aimerais bien comprendre en quoi ça consiste en allant me frotter à des textes qui en sont fondateurs. Donc il me semble que ça en fait partie. Mais comme j'ai jamais rien lu d'Amérique du Sud où je me suis dit banger, c'était incroyable, j'ai adoré l'intrigue politique, j'ai adoré le traitement social, j'ai adoré la dimension psychologique, j'ai adoré le style, j'ai jamais trouvé rien de tout ça qui sont les choses auxquelles j'accorde le plus d'importance quand je lis, j'ai l'impression. Et deuxièmement, c'est que dernièrement, il y a eu pas mal de contenus qui ont été produits sur les réseaux sociaux par différentes créatrices, notamment différentes créatrice de contenu au sujet de Gabriel Garcia Marquez, au sujet de 100 ans de solitude. J'ai l'impression que c'est un auteur qui est vraiment très misogyne, qui a des textes qui sont misogynes, et c'est quelque chose, moi, qui peut me rendre la lecture désagréable. En fait, si t'es un auteur qui écrit à un moment où, voilà, globalement, tout le monde est misogyne, il y a de la misogynie ambiante, et qu'en fait ça fait tellement partie de la culture que forcément tu retrouves des traces de misogynie, tu vas avoir des personnages féminins pas forcément intéressants et des personnages masculins beaucoup plus intéressants. Bon, vous voyez, en fait quand ça reste de cet ordre-là, entre guillemets, même si je trouve que c'est déjà problématique, ça ne gêne pas du tout ma lecture. Je peux lire un livre dans lesquels tous les personnages féminins sont rien d'autre que des partenaires, des potentiels partenaires sexuels pour les protagonistes masculins. Enfin, vous voyez, des trucs comme ça, sans que ça me dérange, sans que ça vienne troubler ma lecture. Je peux lire des textes avec des violences sans que ça vienne du tout troubler ma lecture, etc. Mais par contre, ce qui va venir déranger ma lecture, c'est quand je sens que l'auteur déteste les femmes. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou que vraiment l'auteur voit les femmes uniquement comme des proies, comme des êtres inférieurs qu'il faut dominer, qu'il faut maltraiter, enfin limite comme des animaux. Zola, il était sûrement misogyne quoi. Mais dans ses textes, j'ai pas l'impression qu'il ait une vision des femmes, vous voyez, vraiment très dégradante, enfin je sais pas comment dire, bref. Et du coup, j'ai cru comprendre que c'était un peu le cas dans les textes de Garcia Marquez, qu'il y avait vraiment, au-delà de juste la misogynie de son milieu, de son époque, et encore, je crois que ça apparaît en 82, quoi, donc on n'est pas non plus... Vous voyez, 68 est déjà passé par là, quoi. Mais je sais pas, ouais, j'ai cru comprendre que c'était vraiment presque une haine des femmes, qu'il y avait aussi des dimensions pédo. Peut-être que je me trompe ou que je confonds avec d'autres trucs, hein. Mais voilà, il y a tous ces trucs-là qui font que j'ai peur de vraiment passer un moment de lecture très très désagréable, qui me mettent en colère et tout ça, et je sais pas forcément des émotions que j'ai envie de ressentir quand je lis. Enfin, pas en tout cas être en colère contre l'auteur et avoir envie de jeter le livre. Avoir par exemple des personnages qui sont misogynes, qui détestent les femmes, comme c'est le cas dans un livre que j'ai lu très récemment, Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. Il n'y a pas de souci, parce qu'en fait ça existe, et je pense que la littérature, elle doit représenter ce qui existe. Par contre, si c'est un auteur qui profite de ses œuvres littéraires pour déverser sa haine envers une partie de la population, il y a de grandes chances que ça me gêne, quoi. Comme je pense, je vais avoir du mal, je ne l'ai jamais fait, mais à lire des auteurs
fascistes qui développent leur idéologie fasciste, leur idéologie nazie, je sais pas quoi, dans un roman. Céline, j'ai lu un seul de ses livres, qui est Mort à crédit, donc c'est un texte d'avant-guerre, j'ai pas ressenti ça. Enfin, on sent que Céline, globalement, c'est un gros miso, on sent qu'il a pas de respect pour les femmes, il a juste pas de respect en fait pour les autres êtres humains, mais il y a un tel intérêt stylistique que moi ça m'a plu, et surtout, j'ai pas trouvé que Mort à crédit c'était un pamphlet anti-minorité quoi, vous voyez, dans l'idée, enfin anti-minorisé plutôt. Mais voilà, bref, donc là j'ai un petit peu peur que ce soit ça, et que du coup ça ne me plaise pas. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'ai terminé avec ma liste de 10 classiques, 10 romans qui me font peur, dont je repousse la lecture pour différentes raisons comme vous l'avez vu. Si c'est des textes que vous avez lus et où vous voyez que j'ai des idées reçues qui n'ont rien à voir avec la réalité des textes, vraiment n'hésitez pas à m'en faire part parce que justement ça va me permettre de dédramatiser, de les dédiaboliser un petit peu et de peut-être m'y attaquer plus tôt que prévu finalement, en sachant qu'il y a des textes, même si vous m'en dites énormément de bien, que vous me rassurez, je le ferai pas. Par exemple, les vagues, vous avez compris que moi je veux avoir fait un processus avant, c'est tout, point barre quoi. Il y a rien qui va me convaincre de lire les vagues en premier dans la liste des livres de Virginia Woolf. Mais voilà, pour tout un tas d'autres récits, je pense que j'ai des idées préconçues que vous pouvez déconstruire sans grande difficulté si vous avez les éléments pour le faire. L'idée de cette vidéo, c'était aussi de dédramatiser un petit peu le rapport au classique et montrer qu'on a beau être... alors pas pour tout le monde, il y a des gens qui lisent énormément plus que moi, qui ont lu beaucoup plus de classiques, mais pour certaines personnes, notamment qui regardent mes vidéos, je suis une grosse lectrice, qui du coup montrer que moi aussi, il y a des textes qui m'impressionnent, alors que beaucoup de gens les ont lus, alors qu'on en sait déjà beaucoup de choses et tout ça. Moi aussi, il y a des textes qui me font peur, que j'ai peur de lire, que j'ai peur qu'ils soient trop durs et tout ça. J'espère que ça vous aura plu. Je remercie encore une fois Angélique de la chaîne Miroir d'encre pour cette idée très originale. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire quels sont les classiques qui vous font peur et peut-être que moi aussi, si je les ai lus, je pourrais vous aider à vous rassurer à leur sujet, ou pas, on va vous dire que vous avez raison d'avoir peur. Voilà, comme d'habitude, pensez bien à liker, à booster la vidéo si vous êtes sur un téléphone, à la partager si vous en avez envie avec des amis ou sur les réseaux sociaux. Je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo et d'ici là, faites de très belles lectures.